Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile, le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans Flux libre, le podcast pensé et créé autour du Salon automobile de Lyon, le magazine de l'auto mensuel à écouter en roulant et partout ailleurs. Au programme de Flux libre, chaque mois, le dossier nommé Feuille de route sur l'actualité de la filière automobile, l'entretien sans filtre avec l'un de ses acteurs, un véhicule mis au banc d'essai et une étape à la découverte d'un lieu où prendre le temps de faire une pause. Pour ce premier épisode, notre feuille de route pose cette question. Constructeur, client, sommes-nous prêts à passer au 100% électrique ? Je recevrai Odette Dantas du JIPA pour décrypter les attentes des automobilistes et Grégory Gouillardon de chez Audi qui nous parlera des stratégies industrielles et des obstacles à lever pour les constructeurs. Le grand entretien de ce numéro sans filtre accueille Stéphane Magnin, directeur de l'activité automobile de Suzuki France. Alexandre Lenoir met la Renault 4 e-Tech au banc d'essai et nous livrera ses impressions sur cette icône revisitée en version électrique. Et pour conclure, je vous propose une escapade à Lyon. Mathieu Vianney, chef doublement étoilé au restaurant La Mère Brasier, parlera de sa cuisine, de ses racines et de son plaisir de rouler. Je suis Laurence Perrault, journaliste auto, et je vous conduis en flux libre. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, feuille de route. Et nous voici ensemble pour le tout premier rendez-vous de ce dossier de flux libre, un rendez-vous pour prendre le temps et surtout le pouls des mobilités d'aujourd'hui, mais surtout celles de demain. La France face au tout électrique, alors que les immatriculations des véhicules électrifiés semblent augmenter. Où en est-on réellement de l'adhésion du grand public? Comment les constructeurs s'adaptent et adaptent leur stratégie à cette nouvelle donne? Pour y répondre, on va croiser deux regards. Celui d'une étude de perception assez fine menée par la FG2A et analysée par Odette Dantas du JIPA, directrice générale adjointe du groupe JIPA, et celui d'un acteur de terrain, Grégory Gouillardon, en charge de la presse et des relations publiques chez Audi France, un constructeur en pleine transformation. Quels sont les bénéfices que les Français associent à la voiture électrique? Qu'est-ce qui les freine encore? Comment l'industrie tente-t-elle de lever ses blocages par l'innovation, le réseau ou encore les offres financières? On va explorer ensemble dans ce premier dossier client, constructeur, structure. Sommes-nous prêts au 100% électrique? À mes côtés, nous recevons Odette Dantas, directrice générale adjointe JIPA. Bonjour. Bonjour Laurence. Le JIPA étant un institut d'études donc spécialisé sur tout ce qui est l'après-vente automobile, poids lourd, deux roues motorisées, et ce sur un plan international. On est aujourd'hui présent dans plus de 40 pays dans le monde. Et vous allez d'ailleurs nous commenter l'étude de FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Absolument. Et puis nous avons aussi Grégory Gouillardon, qui est bien sûr Audi France, chef du service presse et relations publiques. Bonjour. Bonjour Laurence et bonjour Odette. Odette, avec vous, où on en est en termes d'immatriculation, que ce soit évidemment les électriques et les hybrides. Ce qu'il faut rappeler quand on va parler de cet écosystème qui est la voiture électrique et les conducteurs, aujourd'hui, le choix de la voiture électrique est rentré non pas par le client, mais vraiment par des réglementations qui ont été imposées effectivement aux constructeurs, avec une première date clé qui est l'entrée de la réglementation qui est l'année 2020, où pour la première fois, vous avez une hausse significative des ventes de véhicules électrifiés, et on parle électrifié, c'est l'hybride et le véhicule électrique. Deuxième date clé, c'est 2023, où pour la première fois, ce plot donc, de véhicules électrifiés est supérieur aux ventes des thermiques classiques, que vont être donc, le diesel et l'essence. Et enfin, si on termine sur le bilan de cette année, en 2024, 60% des immatriculations de véhicules neufs VP le sont en électrique. Mais encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est dans cette famille d'électriques, dans 78% des cas, c'est un hybride qui a été vendu. Et donc le Delta, un tout électrique. Donc on reste sur le meilleur compromis pour le client finalement, de garder à la fois son moteur thermique, mais également être sur cette motorisation électrifiée. Pour être concrète, Odette Dantas, le pourcentage de ce que ça représentait en véhicule électrique? Sur l'année 2024, parc électrifié présente 60% aujourd'hui des ventes. Et on rappelle, parc électrifié hybride plus tout électrique. Quels sont les bénéfices les plus spontanés qui ont été cités par les Français à propos de la voiture électrique dans cette étude? Alors là, on avait interrogé, donc déjà c'est un échantillonnage de 1000 conducteurs, donc possesseurs, donc on est sur les particuliers, donc ça
émet tout le cas des flottes qui sont aujourd'hui les principaux acheteurs finalement de ce parc électrifié. Donc là, on était sur le particulier qui a un véhicule de moins de 20 ans. Et ce qu'on voulait, c'est faire un état des lieux de la relation au tout électrique. Et sans partir finalement d'idées préconçues. On leur a donné la parole. Donc pour vous, quels sont les bénéfices de rouler avec une voiture tout électrique ? Ce qui est bien, c'est que dans 7 cas sur 10, ils ont répondu quelque chose. Donc ça veut dire qu'ils ont un avis sur le sujet. Vous avez 51% qui ont vu des bénéfices perçus à rouler en électrique. Ces 2 principales vertus finalement, c'est une vertu économique, ça me revient moins cher finalement le coût kilométrique avec de l'électricité qu'avec du carburant, mais aussi ils ont déjà cette projection qu'on va faire moins d'entretien sur mon véhicule. Et la deuxième vertu, c'est écologique. Et là, ils sortent tous les verbatims, gaz à effet de serre, particules CO2, donc peut-être une solution sur l'aspect environnemental. Et une des surprises peut-être de l'étude, c'est la notion du silence. 11% sur le bénéfice, c'est que c'est une voiture donc silencieuse. Principalement 2 piliers. Économie, écologie et le silence qui arrive également. tout à fait. Grégory Gouillardon, comment ces bénéfices se traduisent concrètement dans la gamme Audi aujourd'hui ? Concrètement, déjà, ce qui est un point qui est important, qui est souligné par Odette, c'est que c'est les clients qui vont décider ou non de basculer. Et ça, c'est un point clé. Chez Audi, nous sommes un constructeur traditionnel et donc nous prenons également ce virage-là. Nous, notre gamme s'appelle e-tron et c'est ça la vraie révolution, c'est de proposer un véhicule électrique qui peut se mouvoir. Alors, on annonce désormais, nous, sur une Audi A6, qui est notre routière de référence, plus de 750 km d'autonomie, ce qui, dans les faits, même pour un trajet autoroutier, veut dire 500 km. Je pense que le Quidam s'arrête pour ce genre de distance. Donc aujourd'hui, le véhicule électrique, il a vraiment évolué, il offre une réponse, mais c'est bien au client de choisir en fonction de son usage. Si le silence est important, l'agrément de conduite, il y a l'usage des flottes dont on a parlé, enfin des entreprises. Donc tout ça, c'est possible, mais il y a un vrai enjeu qui est clairement la recharge. La micro-hybridation, l'avantage, c'est que ça ne se recharge pas par une prise, tout électrique que par une prise. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien sûr la capacité de la batterie, mais c'est aussi la capacité à se recharger vite, partout. Partout, c'est à domicile, c'est au travail, c'est pendant son trajet. Odette Dantas, alors parmi les motivations, toujours dans l'étude de FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires, parmi les motivations pour passer à l'électrique, qu'est-ce qui ressort le plus de la part des gens qui ont été sondés ? Alors Laurence, il y a 2 barrières fondamentales. Un, les prix moins chers, c'est vraiment la principale, 63%. Deuxième motivation, c'est toujours dans l'imaginaire que c'est pas une mobilité complète, donc avoir une longévité finalement en nombre de kilomètres, ça c'est important, même si fondamentalement on fait très peu de longs trajets avec ces véhicules dans l'année. Et puis c'est ce que vous soulignez effectivement avec le nombre de recharges aujourd'hui. Donc il y a toujours cette crainte d'avoir à un moment donné une rupture de mobilité. Donc 3 piliers, mais surtout le prix, la barrière prix et la longévité effectivement en nombre de kilomètres et la recharge. Donc là, Grégory, les constructeurs, et Audi en fait partie, vous avez dû adapter vos offres financières, vous avez dû aussi faire évoluer les offres en fonction des motivations. Odette a raison sur la notion de prix, c'est finalement l'enjeu. Alors pour répondre concrètement, les tarifs des véhicules électriques sont plus chers, mais aujourd'hui, la plupart des véhicules électriques sont vendus en leasing, que ce soit une LLD ou LOA, et un leasing, concrètement, va financer la dépréciation de la voiture. Chez les constructeurs premium, c'est notre cas, la dépréciation étant faible, aujourd'hui, si je prends un cas très concret, une Audi A6, qu'elle soit thermique ou électrique, on est sur la même valeur de loyer, on est à 890 € sans apport, et donc on permet au conducteur ou à l'utilisateur de choisir en fonction de son besoin. Et ça, déjà, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est une hiérarchisation des prix. Il ne faut pas qu'un véhicule électrique soit plus cher à iso-gabarit qu'un véhicule thermique. Et le troisième, c'est tout simplement des solutions de recharge, c'est-à-dire un maillage de recharge avec des solutions simples et économique, puisque vous le disiez en introduction, c'est un point clé aussi, la manière de se recharger économiquement pour passer à l'électrique. Quels sont les principaux freins ou les mêmes rejets qui sont évoqués dans cette étude ? Le prix, la batterie ? Alors, juste à dire qu'il n'y a que 17% qui vraiment sont des totales réfractaires aujourd'hui aux voitures toutes électriques et qu'il y a une adoption quand même, quand j'ai l'usage d'une voiture toute électrique, souvent on se dit que c'est bien et on ne reviendrait pas forcément en arrière. Donc, il y a quand même une adoption. Il n'y a que 17% des gens interrogés qui sont totalement réfractaires. J'achèterais jamais un véhicule électrique pour ma voiture perso. Et il y a eu 1008 conducteurs, donc ce sont des conducteurs particuliers, on rappelle, donc hors flotte, particuliers qui ont un véhicule de moins de 20 ans. Et quand on leur demande, mais
pourquoi, quelle est la source d'être aussi réfractaire, on va voir qu'il y a un mot qui cristallise finalement tout. C'est la notion de la batterie. On parle que la batterie, la voiture électrique, c'est écologique. Ouais, mais la batterie, c'est pas si écologique que ça. C'est dangereux, ça explose. Donc je relais ce que dit le consommateur. La batterie, on parle effectivement d'autonomie. Donc on a peur, on n'a pas confiance. Est-ce que finalement, ce qu'on va m'indiquer, c'est le bon niveau? Et donc je vais pas être en rade. Vous allez avoir aussi les notions, j'ai un trajet imprévu. Ah, mais ma batterie est déchargée. Donc, la notion de la rapidité de la recharge va rentrer dans l'aspect un peu anxiogène. Vous avez la batterie aussi économie, puis c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est aussi l'après-vente finalement. C'est quoi l'entretien sur une voiture toute électrique, ce qu'aujourd'hui ils n'appréhendent absolument pas. Donc, vous voyez tous ces positionnements, c'est un peu tout est cristallisé autour de la batterie en fait. La batterie, et vous l'avez dit, c'est le problème de la recharge. Ouais. Et pourquoi j'ai invité Audi et pas une autre marque dans notre premier dossier? C'est tout simplement parce que Audi est en train d'installer des hub charging, c'est-à-dire que vous développez pas simplement des gammes de voitures, mais aussi les recharges qui vont les recharger pour le coup. C'est assez nouveau pour une marque européenne, parce que Tesla le fait. Oui, c'est assez nouveau, mais je crois que quand on écoute les clients, effectivement, il y a une attente. Donc, il faut bien proposer l'objet de mobilité, mais les solutions de mobilité qui vont avec. Alors, ce qui est nouveau, c'est d'avoir ce charging hub en France. On l'a inauguré il y a quelques mois à Chambéry. C'est avec un la société partenariat. Jeanlin. Tout à fait. C'est un partenariat avec Jeanlin Mobilité, qui est un distributeur historique du réseau Audi, entre autres, qui, du coup, lui aussi s'est investi dans ces chargeurs-là. Mais ça existe déjà en Europe et même d'ailleurs en Asie. Depuis un moment, ces charging hubs, concrètement, ça revient à quoi? À des stations de recharge en centre-ville, ça c'est le deuxième mot-clé, et surtout des stations de recharge sur lesquelles le temps d'attente, alors ce sont des hyperchargeurs, c'est très rapide, mais le temps d'attente permet d'avoir de quoi se restaurer, de quoi travailler, faire du télétravail, en l'occurrence chez Jeanlin Mobilité, de quoi aller découvrir le reste de la gamme. Donc l'idée c'est d'être en hyper centre-ville et de proposer des solutions de charge avec un service. Et ça c'est un point clé, tout en ayant des solutions de charge qui sont vertes. C'est-à-dire que la production de cette énergie est faite avec des panneaux, des ombrelles photovoltaïques, on a du stockage de batteries dans certains charging hubs qui nous permet de capter l'énergie à un moment, de la distribuer à un autre moment. Et ça, c'est un point clé parce que du coup, ça nous permet en centre-ville de fournir de l'énergie verte et de fournir un service. Et c'est vraiment une solution clé. Et c'est pas tout, puisque en fait, aussi tous nos distributeurs aujourd'hui sont en train de déployer d'autres solutions de charge en local. Pas forcément dans cette dimension, mais oui, c'est une tendance en tout cas. Et ça veut dire que la maison Audi est en train de changer tout doucement ou de rajouter une casquette sur son front, pas simplement le constructeur historique que l'on connaît? Le constructeur historique, il doit prendre le virage comme les consommateurs et c'est un point clé, c'est-à-dire que notre signature Vorsprung durch Technik, l'avance par la technologie, se traduit bien sûr sur l'objet roulant mais également sur l'offre de service. Et aujourd'hui, lorsque nos clients, un véhicule sur 2 commandé est un véhicule électrifié depuis le début de l'année, ça veut dire que les clients vont avoir de nouvelles attentes et notre travail, notre job, c'est bien de fournir ce niveau de service avec la même qualité que l'on l'aurait fourni sur un véhicule thermique préalablement. Voilà, clairement. Odette, revenons à cette étude, puisque c'est elle qui porte ce premier dossier dans notre podcast Flux Libre, une étude qui a été réalisée par la FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Je voudrais savoir comment les Français perçoivent, en tout cas ceux qui ont répondu à l'étude, la fiabilité des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques, puisqu'on entend aussi beaucoup parler de ça. Alors, 18% non, strictement aucune idée d'évaluer. Après, vous en allez 29%, ils nous disent ça doit être pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà les conducteurs d'hybrides qui vont nous dire que c'est pareil. Donc, qui ont déjà une expérience un peu du moteur électrifié. Mais sinon, ils sont aujourd'hui entre plus fiables et moins fiables. Effectivement, 39% va dire que c'est moins fiable. La voiture électrique. Ouais, moins fiable qu'une motorisation thermique. Et effectivement, plus je vais aller interroger des dieselistes, alors là, plus ce score il va effectivement exploser, plus j'ai un véhicule âgé et plus j'ai cette tendance à mettre une qualité moindre sur le véhicule électrique versus le véhicule thermique. Mais vous avez ressenti dans cette étude que les futurs acheteurs ou les acheteurs de voitures électriques d'aujourd'hui avaient vraiment besoin de cette fiabilité pour passer le pas en tout cas? Alors, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on leur a demandé est-ce que vous allez souscrire à plus de garanties si vous achetez une voiture toute électrique? Et là, oui, en fait. 19% nous disent oui, je vais effectivement acheter plus de garanties, me réassurer dans mon acte d'achat. Et c'est 45%
Peut-être. Donc, ils sont quand même sur une démarche de couverture. On est sur quelque chose de nouveau qu'on va appréhender. Donc, quelque part, on va un petit peu se protéger et séréniser finalement son achat et sa mobilité. Alors comment on fait chez Audi pour répondre à cette exigence de fiabilité? C'est très simple. Déjà, je voudrais rebondir sur le terme couverture. C'est un point qui est important, puisqu'effectivement, pour ça, il y a deux leviers. Déjà, la plupart des véhicules électrifiés chez Audi sont vendus en leasing, LOA ou LLD. Donc, c'est le constructeur qui supporte le risque, puisque finalement, le client va supporter la dépréciation engagée, et c'est le constructeur qui prend le risque. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que si on regarde l'exercice 2024 par rapport à 2023, on a fait un bond colossal, plus de 80%, de vente de contrats de services, c'est-à-dire des contrats qui vont forfaitiser, et le client se retrouve rassuré, puisque c'est forfaitisé, toutes les prestations sont couvertes, et nous, ça nous garantit un passage à l'atelier plus fréquent, ça crée forcément du business, mais le client, il est rassuré, il sait où il s'engage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a toujours du service après-vente. La force d'un réseau traditionnel, comme Audi, c'est on a 150 points de vente et un peu plus de 200 points de réparation. Donc, on a un maillage en France qui permet d'entretenir son véhicule. Et l'entretien, c'est en cas de entretien, panne, ou même accident. Et ça, c'est un point clé. Et aujourd'hui, il y a une grosse interrogation dans les clients qui est aussi qu'est-ce qui se passe en cas d'accident avec ma batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Audi, en constructeur traditionnel, toutes nos équipes ont été formées et finalement, l'intervention sur la batterie se fait en local. Aujourd'hui, on a à la fin de l'année un peu plus de 60 ce qu'on appelle battery repair center, donc des centres de traitement de batterie qui sont en local. Si vous avez un souci avec votre batterie, en France, je parle en région, vous avez un souci avec votre batterie, un incident, un problème de carrosserie, le véhicule est réceptionné et entretenu en local chez votre partenaire. Et ça, c'est un point clé, parce que finalement, vous bénéficiez du même service, un véhicule de remplacement pendant le temps de l'intervention, comme un véhicule thermique, et une réparation qui se fait de manière modulaire, c'est-à-dire qu'on va regarder les cellules endommagées, on va les remplacer, et l'idée du client qui est on va retirer ma batterie en intégralité, l'envoyer à l'autre bout du monde et revenir, pas du tout. On va retirer ces cellules, remplacer, et le client repart. Et j'ajoute même un point, ces cellules dites endommagées sont réparées et elles ont une seconde vie. Seconde vie dans une voiture? Elles vont recharger? C'est du remanufacturing? On a eu, non pas dans une voiture, on a eu des projets comme, c'est marginal, mais les projets de tuk-tuk en Inde électrifiés avec des cellules de batterie qui étaient remodelées pour faire des batteries. Donc Grégory, c'est un point clé. On ne va pas jouer la langue de bois. Est-ce que un constructeur comme Audi est obligé de développer tout ça et d'avoir de plus en plus de services, parce qu'on sent bien qu'en tout cas en France, on a du mal, on met du temps à arriver sur l'électrique, et que vous, les constructeurs, que ce soit vous ou d'autres, vous avez tellement investi, parce qu'on ne vous a pas laissé le choix en Europe, vous avez tellement investi que vous êtes obligé de développer encore plus de services pour attirer de la clientèle qui vient difficilement quand même. Alors, je vais répondre oui et non, et sans langue de bois, effectivement, on doit offrir un niveau de service, on est un constructeur accessoirement premium, mais le deuxième point, c'est que effectivement, il y a eu des accords de Paris qui ont été signés, notre engagement et notre stratégie, elle est sur le tout électrique. Donc, clairement, si on regarde les échéances qui nous attendent, on a aujourd'hui une échéance qui est la nôtre, qui est 2026-2033. Pourquoi ? 2026, c'est à horizon 2026, nous ne lancerons que des nouveautés 100% électriques. Chez Audi. J'ai bien dit 100% électriques. Chez Audi, plus d'hybride, plus rien. En Europe, en nouveauté. En Europe, exactement. Le deuxième, c'est 2033. 2033, nous n'immatriculerons que des véhicules neufs 100% électriques. Le plan produit, la R&D qui est derrière, est déjà sur ce cap-là. Donc, l'idée n'est plus de répondre à une obligation réglementaire, c'est de dire c'est le chemin qu'on a pris et c'est clairement le développement qu'on est en train d'opérer. Donc, effectivement, si on va dans cette voie-là, on a intérêt à offrir toutes les solutions connexes pour nos utilisateurs, évidemment. Odette Dantas, vous qui êtes directrice générale adjointe du JIPA, est-ce qu'il y a une fracture géographique dans l'adhésion à l'électrique d'après votre étude ? L'habitation, oui. Tout le monde ne va pas se projeter dans cette voiture parce qu'on va dire qu'elle n'est pas adaptée à là où j'habite. C'est vrai qu'elle est dans l'inconscient des gens, elle est très adaptée pour des petits trajets. C'est la bonne voiture pour l'urbain, en fait, pour les usages urbains. Mais par contre, voilà, la France, ce n'est pas que des centres urbains. On a effectivement des chiffres sur qui achète les voitures électriques chez Audi ? Les 100% électriques. Plus qu'un âge, on est plutôt sur une typologie, on est clairement sur des clientèles entreprises. Après, c'est clairement aussi notre cœur de notre cible. C'est plutôt entreprise, mais sur un point clé par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est le fait que, bien sûr, c'est pas nécessairement lié à l'habitat, centre-ville ou non, c'est la capacité de recharger. Et aujourd'hui, un VRP qui fait des longues distances, s'il doit s'arrêter, faire 10 minutes, c'est 300 km rechargés aujourd'hui sur une Audi A6.
Je défie quiconque de faire un plein d'essence en moins de 10 minutes et de continuer à se laver les mains pour enlever l'odeur, etc. sur les mains. Et dans les entreprises qui vont aussi souscrire à tout ça, la plupart ont déjà aussi franchi le pas de mettre des bornes. Ça veut dire que c'est du temps utile, c'est-à-dire que je recharge mon véhicule pendant mon temps off ou mon temps de travail. C'est une autre manière de consommer, je pense, la mobilité. C'est une autre façon de faire. Mais vous savez que je peux, moi, faire aussi mon plein maintenant avec des gants. Je ne vais plus me laver les mains. Pour conclure, parce qu'on arrive à la fin, pour vous, passer au tout électrique, on y croit? On est plutôt optimiste pour un avenir proche ou on est plutôt prudent? Odette Dantas du JIPA. Alors, si on se pose en place du côté des constructeurs, c'est une obligation pour l'instant. Je pense qu'il n'y a même pas à se poser la question. Et du côté du client final, c'est sûr que c'est une rupture. On passe d'une mobilité qui marchait super bien, qui avait plein de bénéfices. On lui demande de changer complètement de ses habitudes, d'appréhender quelque chose qu'il ne maîtrise pas alors qu'il passe de quelque chose qu'il maîtrise. Mais je crois que le passage se fera en enlevant ce dont on a parlé. Qu'elle soit inclusive, parce qu'elle est très chère, cette voiture-là. Donc, il faut que la mobilité, c'est un droit. C'est que tout le monde puisse aujourd'hui se mouvoir. Et donc, si on enlève déjà cette barrière à l'entrée prix, c'est quelque chose de fondamental. Mais vraiment qu'elle soit inclusive, cette mobilité électrique. Grégory Gouillardon. Je peux que appuyer les propos, il faut qu'on individualise l'offre en fonction de l'attente du client et concrètement, moi si je devais résumer en un mot, je dirais bascule, puisque finalement ce qu'on constate nous, constructeurs Audi, c'est que depuis le 1er janvier, une commande client, donc je dis bien une commande client sur 2, est un véhicule électrifié, donc la bascule est en train d'opérer. Un client sur 2 véhicules électrifiés, hybride compris. Hybride compris, tout à fait. Alors hybride rechargeable, je n'intègre pas les micro-hybridations, mais en revanche la part de véhicules électriques augmente. Offrir le meilleur des 3 mondes, c'est laisser au client le choix d'avoir une solution de mobilité qui réponde à ses attentes. Merci à tous les deux. Grégory Gouillardon, Audi France, chef du service presse et RP, Odette Dantas, directrice générale adjointe du JIPA. Merci à vous deux. Merci Laurence. Flux libre, le podcast. Et tout de suite au banc d'essai, Alexandre Lenoir nous emmène découvrir la Renault 4 e-Tech, une voiture qui fait le lien entre patrimoine et innovation. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Je vous emmène aujourd'hui à bord de la nouvelle Renault 4 e-Tech. Un nom mythique, un look rétro-futuriste et une ambition claire, s'inscrire dans la légende de la 4L originale qui, elle, s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires entre 1961 et 1992. Alors cette nouvelle R4 est-elle plus qu'un simple clin d'œil au passé? Allons voir ça de plus près. Si la nouvelle R4 e-Tech repose sur la même plateforme que la R5, elle joue en revanche dans une autre catégorie puisqu'elle est 22 cm plus longue, 3 cm plus large et puis surtout 5 cm plus haute, ce qui fait qu'elle est à la R5 ce que le Captur était à la Clio, c'est-à-dire un vrai SUV du segment B. Mais ce qui frappe évidemment, c'est son design qui parle à la nostalgie, avec à l'avant un capot long et droit et 2 optiques rondes, et puis à l'arrière, on retrouve un profil marqué par une vitre façon 4L et des feux en forme de gélule. Et même le haillon d'ailleurs rappelle la fameuse porte de service comme on disait à l'époque. Il permet de découvrir un seuil de chargement situé à 60 cm du sol, c'est le plus bas du marché. Renault joue ici la carte rétro et il faut dire que ça fonctionne plutôt bien. On a là une vraie 4L moderne et pas un simple copier-coller. Continuez sur N247 pendant 5 km. Alors une fois à bord, si on connaît déjà la R5, on n'est pas dépaysé puisqu'on va retrouver la même planche de bord, le même double écran, le même volant à double méplat et les mêmes défauts d'ergonomie que dans les R5 avec des commandes trop nombreuses derrière le volant qui fait qu'on a vite fait de mettre les essuie-glaces à la place de la marche arrière. En revanche, si je me retourne vers l'arrière, c'est une autre histoire puisque grâce à son empattement plus long, la R4 est bien plus accueillante que sa petite sœur. L'espace est très correct, l'assise est confortable et surtout, on retrouve la même qualité de finition qu'à l'avant. Les passagers bénéficient même d'un accoudoir, de prise USB-C et de rangement qu'on ne trouve pas dans la R5. Côté multimédia, la R4 e-Tech est équipée du système OpenRLink avec ses 2 écrans de 10 pouces. C'est plutôt fluide et tout y est, en navigation, application, CarPlay et Android Auto pour la réplication smartphone et même un assistant vocal baptisé Renault, R-E-N-O. Alors cela dit, tout ça n'est pas parfait. Nous avons rencontré quelques bugs lors de notre test avec notamment la musique qui se coupe ou l'assistant vocal qui plante après une commande. Et puis un mot pour parler de la caméra de recul, dont la qualité est, elle, franchement médiocre. Dans 500 mètres, prendre à droite sur Ruada Est à la Gemme. Alors sur la route, cette R4, elle mise clairement sur le confort,
avec des suspensions qui sont plutôt bien calibrées, un bon amorti, des mouvements de caisse bien maîtrisés. Même les dodanes passent en douceur et comme la voiture est assez légère pour une électrique, à peine 1,5 tonnes, eh bien elle garde une bonne agilité. Côté motricité, toutefois, on sent quand même ses limites, puisque quand on appuie fort sur la pédale d'accélérateur, le train avant déleste un peu et les pneus se font vite entendre dans les virages serrés. Alors cela dit, ses performances restent honnêtes, on fait le 0 à 100 en 8 secondes 5 et la vitesse maxi est bridée à 150 km/h. Petit défaut tout de même, si la R4 filtre très bien les bruits de roulement, c'est une autre histoire pour les bruits d'air puisqu'ils sont très présents à partir de 80 km/h. On est là à 100 km/h et je vous laisse écouter. Le mode One Pedal qui lui permet de ne pas utiliser la pédale de frein est une vraie réussite. Alors côté technique, notre R4 E-Tech est équipé d'un moteur de 150 chevaux, servi par une batterie de 52 kWh, ce qui permet en ville de disposer d'un peu plus de 400 km d'autonomie, contre environ 340 km en usage mixte, et puis sur autoroute, comptez plutôt autour de 200 km en taux de charge, ce qui est un peu juste pour envisager de longs parcours, surtout que sur bande rapide, on ne peut charger que jusqu'à une puissance de 100 kW, ce qui permet théoriquement de passer de 20 à 80% de charge en un peu moins de 30 minutes. On est là juste dans la moyenne de la catégorie. Dans 600 mètres, vous arriverez à destination. La R4 E-Tech coche quand même pas mal de cases. Elle a du style, elle est confortable, elle remplit son rôle de voiture familiale au quotidien très correctement. Alors elle n'est pas parfaite, on a rencontré quelques bugs électroniques, il y a cette caméra de recul qui est vraiment médiocre, et puis une autonomie un peu juste sur autoroute. Mais en ville et sur route, elle se défend plutôt pas mal, et puis elle a une vraie personnalité, ce qui n'est pas donné à toutes les voitures aujourd'hui. De là à la qualifier de voiture populaire, il y a quand même un monde, puisque la gamme de la R4 est proposée à partir de 29 990 €, et que notre version iconique vaut quant à elle 37 490 €. Alors, est-ce que malgré ça, elle ranimera la légende de la 4L? L'histoire nous le dira. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel essai en flux libre. Vous êtes arrivés. Flux libre, le podcast. Tout de suite, c'est notre entretien sans filtre avec Stéphane Magnien. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Pour ce tout premier épisode de Flux Libre, j'ai envie d'ouvrir la route avec un homme dont le parcours, l'attachement au terrain et la fidélité à une marque en croissance constante racontent beaucoup sur ce que l'on peut encore être quand on est de l'automobile aujourd'hui. Il est originaire de Savoie, passionné de glisse, homme de réseau, stratège, discret. Stéphane Magnien dirige l'activité automobile de Suzuki France depuis 2011. Et si la Swift et le Vitara vous parlent, vous allez découvrir qui veille sur leur succès français. Bonjour Stéphane Magnien. Bonjour. Vous êtes directeur de l'activité automobile de Suzuki France. Si je vous dis neige fraîche ou gros plan produit, vous partez sur quelle pente ? Un peu les deux, un peu les deux. La neige fraîche, bien sûr, c'est une de mes passions, mais également le produit, puisque je crois autour de cette table, on est tous passionnés par le produit, et c'est ce qui fait le succès d'une marque, c'est le produit. Si l'on fait un peu le parcours de votre vie, vous avez gravi des échelons dans des marques pas toujours mainstream. Mais qu'est-ce qui vous avez appris d'ailleurs justement à force de ne pas être l'acteur attendu ? C'est être challenger, c'est toujours à la fois compliqué, mais à la fois passionnant également. C'est de réussir avec des marques qui sont challengers sur le marché français. Je crois que c'est toujours valorisant. Selon vous, c'est quoi la force cachée de Suzuki ? Je crois que la force cachée de Suzuki, c'est comme une famille. On dit Suzuki Family et ça s'est porté depuis le Japon. C'est d'englober l'ensemble des acteurs qui font le succès de Suzuki à l'intérieur d'une famille. On se parle dans une famille. De temps en temps, on s'engueule. On a des succès, on partage les succès, on partage les succès un peu moindres. Et puis, on fait des bilans et surtout, on se parle. Et on se parle en tant qu'on est une famille qui allons à la guerre ensemble, on va dire, sur la guerre de ce marché qui est de plus en plus compliqué. On est ensemble et on fait des mouvements ensemble et on n'est pas les uns contre les autres. Et ça, je crois que c'est ce qui fait la force de Suzuki et de son réseau. Je le disais en introduction, Stéphane Magnien, vous êtes originaire de Savoie, la région Rhône-Alpes, qui est une des grandes régions où Suzuki est fortement apprécié. Mais avant de revenir sur la marque, j'aimerais connaître un peu votre parcours. Qu'est-ce qui fait que ce jeune homme passionné de glisse, originaire de pas loin de Chambéry, non, est arrivé à côté dans un petit village de Chambéry. Il est arrivé
Pas par hasard, mais en réalité, j'ai fait des études de gestion en fait, du côté de Grenoble. J'ai une maîtrise de gestion. Et puis, j'ai fait 1 an à l'ISCAM, puisque j'ai un de mes copains proches qui avait fait cette école et qui est venu me voir l'été en me disant « il faut que tu fasses ça, c'est super, etc. » Tu vas pouvoir voir le terrain, la gestion finalement. Je me disais, rester derrière un bureau, c'est pas trop mon truc. J'ai fait cette école, l'ISCAM, dont j'ai été le parrain d'une promotion il y a quelques années. Donc voilà, la boucle est bouclée. Les maisons pour lesquelles vous avez travaillé avant d'arriver chez Suzuki? Eh ben, en fait, un des professeurs de l'ISCAM était un des dirigeants de la marque Lada. Il m'a pris en stage et je suis resté à la logistique, puis chef de région. Depuis que vous êtes arrivé chez Suzuki, que vous représentez depuis 2011, vous êtes, je rappelle, le directeur de l'activité automobile, parce que Suzuki, c'est aussi les moteurs, bateaux, motos, c'est un grand groupe. Vous avez doublé les volumes pour atteindre près de 30 000 ventes en 2023. C'était une année record. Bravo. Oui, c'est ça, une année record avec un plan produit qui était là, avec suffisamment de voitures. Donc, grâce à la mobilisation de l'ensemble des forces et notamment du réseau, on a réussi à aller chercher plus de 30 000 voitures, ce qui est pour nous, au vu de la gamme resserrée qu'on a, un succès incontesté. Un réseau de combien? 180 à peu près? On a 220 points de vente, 115 investisseurs. On n'est pas très concentré par rapport... C'est aussi une différenciation par rapport à nos collègues. En fait, on a une fidélisation de notre réseau qui est très importante et je pense que c'est ce que les clients ressentent également. Vous êtes considéré comme étant la 21e marque du réseau français, mais avec l'un des meilleurs taux de conquête. On a des taux de conquête qui sont très importants. On a de la fidélisation sur Swift et sur Vitara, mais sur l'ensemble des autres, on fait de la conquête à chaque nouveauté produit et le bouche à oreille fonctionne bien aussi à l'intérieur de nos clients, notamment sur la fiabilité de nos produits qui sont reconnus et incontestés dans le monde entier. C'est ce qui fait la différence de Suzuki? Entre autres, oui. C'est surtout aussi un rapport qualité-prix qui est très intéressant, puisqu'on propose l'ensemble des nouvelles technologies, tout type d'hybridation et d'électrification. On essaie d'avoir le prix le plus juste sur le marché en offrant plus d'équipements et plus de technologies à nos clients. Vous êtes le 3e constructeur au Japon. Vous êtes d'ailleurs leader du marché en Inde avec plus de 40% de part de marché. C'est quand même une différence de perception entre ce public ou japonais ou hindou et nous. Exactement. Donc les produits sont différents. Les produits sont développés de manière différente suivant les continents. Effectivement, l'Inde est le marché le plus important pour Suzuki dans le monde. À l'heure où tout le monde allait surinvestir en Chine, en fait, Suzuki a fait le choix, il y a plus de 20 ans, de surinvestir en Inde, un marché qui fait plus de 25 millions cette année. C'est un marché qui est relativement faible au regard du nombre d'habitants, mais qui est en évolution permanente. On garde cette part de marché de 42%, ce qui représente quand même 1,5 million de voitures vendues l'année dernière sur les 3 200 000 qu'a réalisé Suzuki dans le monde. Stéphane Magnien, en 2024, vous lancez la nouvelle Swift. L'automne 2025, on va voir le tout premier 100% électrique de la marque, c'est le e-Vitara sur le salon automobile de Lyon. C'est pour vous le vrai décollage de l'électrique? C'est la première voiture électrique fabriquée par Suzuki avec une toute nouvelle plateforme dédiée à l'électrique dans une toute nouvelle usine en Inde. Donc tout est nouveau pour Suzuki. Et effectivement, on a choisi un SUV B pour cette première électrification 100% électrique, qui est le marché le plus porteur aujourd'hui en Europe. Pourquoi Suzuki a mis un peu de temps à venir avec ce premier véhicule électrique? Suzuki, on regarde ce qui se passe dans le monde en fait. Effectivement, l'électrique arrive petit à petit. En France, c'est 18%, mais c'est comme en Allemagne. En Europe, en fait, c'est difficile et c'est encore décollé. On a regardé ce que faisaient nos concurrents. On arrive, je pense, avec la meilleure proposition possible sur ce segment des voitures électriques qui est en plein essor en Europe. Et la Swift? La Swift, ça reste notre best-seller. Elle bat chaque mois quelques records de vente, donc on en est très heureux et donc le démarrage est très bon. Cette nouvelle Swift est un vrai succès puisque la première année de sa commercialisation, elle fait mieux que celle qui s'est le mieux vendue, celle de 2005, mais aussi celle de 2017. Tout ça, ça ne fonctionne pas sans une équipe. Vous êtes particulièrement bien entouré. Oui, effectivement, c'est aussi une des caractéristiques de Suzuki, notamment de Suzuki France. On a une équipe très resserrée par rapport aux autres. On est à peu près, si on calcule juste sur l'automobile, un peu moins de 50 personnes. C'est une sorte de petite famille. Stéphane Magnien, vous qui êtes directeur de l'activité automobile de Suzuki France, est-ce que vous trouvez encore du temps pour aller skier, pour aller dans votre neige natale? Assez peu, mais je me réserve au moins 10 jours par an pour ça. Et donc voilà, je pars entre amis et en famille et c'est des moments clés pour se ressourcer également. Qu'est-ce qui vous plaît encore dans votre métier? Qu'est-ce qui vous donne encore le matin envie de vous lever?
Tout, hein. C'est des challenges permanents, notamment l'électrification là, qui arrive à marche forcée, les nouvelles normes. Malgré tout ce qu'on a comme challenge à relever, je pense que ce qui me fait lever, c'est mes partenaires aussi qui nous soutiennent et l'ensemble du réseau qui nous fait vibrer encore. Stéphane Magnier, on aura l'occasion bien sûr de vous retrouver en direct sur le Salon Automobile de Lyon, puisque vous allez y être très présent comme vous le faites habituellement. Juste un petit regret, c'est fini pour l'Ignis en France ? C'est fini pour l'Ignis dans le monde en fait. Hein. C'est pas qu'en France. C'est des choix de production. Il faut électrifier l'ensemble de la gamme. C'est une voiture qui avait un vrai succès en France avec plus de 4500 ventes l'année dernière. On gardera un peu d'hybride bien sûr et de thermique ? Oui, bien sûr. L'hybride fera encore 45% de nos ventes, on estime, en 2030. Mais à chaque fois, on s'adapte. Et c'est ça la force de Suzuki, c'est d'avoir dans le monde entier... toujours des moteurs thermiques, des motorisations hybrides et puis de développer, notamment pour l'Europe, des moteurs 100% électriques. Merci beaucoup Stéphane Magnier. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Flux libre, le podcast. Et pour terminer, je vous emmène en escapade. Le temps de la pause sera avec le chef de la Mère Brasier à Lyon, 2 étoiles Michelin et MOF depuis 2004. Rencontre avec Mathieu Vianney. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Messieurs, ça marche. Un œuf maillot, une salade fraîcheur. Bonjour, je m'appelle Mathieu Vianney, je suis le chef de la Mère Brasier. La Mère Brasier, c'était pour vous l'envie de sauver une institution. Vous pouvez me raconter ce moment de votre vie ? J'ai pas réfléchi, voilà. Ce lieu était tellement à part et magique. Quand j'ai vu que c'était au tribunal de commerce, je me suis positionné dessus. C'est l'histoire de ma vie, parce que maintenant ça fait 17 ans quand même. Mathieu Vianney, vous n'êtes pas du tout originaire de Lyon. Je suis originaire de la région parisienne. Après mon bac, je suis rentré à Ferrandi où j'ai fait mon école de cuisine. Là, j'ai travaillé avec des chefs comme Henri Faugeron, Jean-Pierre Vigato, Mauro Gaudry. Ensuite, le travail a fait que je suis arrivé à Lyon pour m'occuper de la restauration de la gare de la Pardieu et de la gare de Perrache. Donc, j'étais chef de gare, j'étais le chef de la gare. Et ensuite, je me suis installé. Vous vous êtes installé, le nom de votre premier restaurant à Lyon ? Mon premier restaurant, c'est un restaurant que j'ai racheté qui s'appelait Les Oliviers. Donc, on a gardé le nom. Et ensuite, j'ai ouvert un deuxième restaurant en 2001, juste à côté, où j'ai mis mon nom. Donc, ça s'appelait Mathieu Vianney. Revenons à la Mère Brasier, vous nous l'avez dit, c'est votre maison depuis 17 ans et vous me racontiez une histoire, puisqu'on parle aussi de voitures dans notre rendez-vous. Il faut savoir que la Mère Brasier, en fait, dans les années 20, quand il y avait le Grand Prix de France à Lyon, elle faisait des repas pour la marque d'huile Spidoléine. Et donc, j'ai quelques gravures avec des voitures devant le restaurant, avec la marque Spidoléine. Voilà, on a beaucoup de photos ensuite, quand elle a ouvert son restaurant à l'extérieur de Lyon. On voit beaucoup de photos avec des Bugatti, des Amilcar. 2 étoiles Michelin pour la Mère Brasier et MOF depuis 2004. Comment on pourrait définir votre cuisine, Mathieu Vianney ? C'est une cuisine que j'appelle en fait classique contemporaine. C'est-à-dire que c'est jamais très classique et c'est jamais non plus hyper contemporain. Donc il y a toujours une petite référence en fait au classicisme. Mais voilà, après c'est un peu technique, des beaux produits, des cuissons justes. Avec ça, vous faites tout, quoi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer encore ? Quand je vois un merveilleux poisson, quand je vois un train de côte de bœuf magnifique, une belle bouteille de vin, ce qui me fait vibrer, c'est en fait ce qui me donne du plaisir. Ouais, c'est tout. Voilà. Un peu personnel en fait, mais donner du plaisir aux autres aussi ? Bien sûr, mais je ne conçois pas mon métier dans la médiocrité. Ce qui m'intéresse, c'est le beau, le bon et le bien fait. Vous êtes proche du terroir également ? C'est important pour vous ? Alors, c'est important d'être proche de son terroir, mais plus de son territoire. Des producteurs locaux, des produits locaux, tout en respectant aussi la nature et les consommateurs. À suivre, une côte de cochon, un saumon, un tigre qui pleure, un tigre à point, d'accord ? Oui, un tigre normal. Oui, chef. On se rencontre au mois de mai. Qu'est-ce que je vais trouver sur la carte de chez Mathieu Vianney ? Que ce soit celle de la Mère Brasier ou que ce soit ici, au voyage de la Samaritaine. Bien sûr, vous avez la fin des belles asperges des Landes. Il nous reste encore quelques morilles. Après, vous avez le début de tous les petits légumes, les fruits rouges. On a aussi bien des entrées fraîches comme un omble chevalier laqué à la gelée de pommes vertes avec une sucrine confite au miso. Vous allez avoir un plat que j'aime beaucoup, un millefeuille de pommes de terre et caviar. Oui, un truc très simple mais magnifique.
Vous avez bien sûr la poulette de braise, pochée rôtie, avec un jus crémé au vin jaune, servi avec des grosses asperges très grosses, entourées de lard. Vous êtes généreux rien qu'à en parler. Vous aimez les voitures ? Oui. Vous avez quoi comme voiture ? J'ai 3 voitures, même 4 on va dire. Une Countryman hybride, j'ai un Range pour la route, un Land Rover, un vieux Land Rover à la campagne, et j'ai en restauration une Austin LF Rogue Eyes. Comment elle est rentrée dans votre vie ? C'est la première voiture que j'ai achetée, en 90 je crois, et elle avait déjà 30 ans. Ça représente quoi pour vous la voiture ? J'ai des copains qui sont dingues de bagnoles. Moi j'aime les voitures confortables, pratiques aussi, et comme je fais quand même à peu près 30 000 km par an, il vaut mieux que ce soit confort. Pourquoi vous faites autant de kilomètres, chef ? Mais parce que je partage ma vie entre Bordeaux et Lyon. Surtout, j'adore les road trips, de dire on parle 10 jours, on visite une région et on fait des hôtels, on bouge comme ça. Voilà. La dernière région visitée en road trip ? De Lyon au Portugal, passant par les vignobles, donc c'était plutôt sympa. Je vais vous demander si vous étiez dans une belle voiture, là, sur un de vos road trips, avec des personnes dans la voiture que vous adorez, et que vous êtes face à un panorama magnifique. Quel plat vous aimeriez, à ce moment-là, leur proposer ? On est sur une fin de journée. Alors, plus qu'un plat, c'est plutôt ouvrir le coffre, sortir la glacière, ouvrir une bonne bouteille face au panorama. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, avec quelques petits trucs à grignoter. Vous voyez, ou alors, vous avez une boîte de caviar, vous ouvrez votre boîte de caviar et vous faites l'apéro comme ça. Justement, quand on fait ces road trips, on fonctionne un peu comme ça, quoi, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la plus belle émotion que vous ayez vécue avec un vin ? Je me rappelle d'un voyage en Chine. J'étais avec des copains chefs et on était en fait invités par un fournisseur et il nous fait visiter la muraille de Chine. Et donc on est là et en haut, il nous attendait sur une petite table avec du champagne, jour exceptionnel, vin exceptionnel. Et plein de souvenirs dans la tête, les images restent gravées. Bien sûr. Mathieu Vianney, nous sommes avec la mère Brasier. Qu'est-ce que vous aimez sur ce territoire lyonnais ? Ce que j'aime là-bas, c'est que c'est un carrefour. La vallée du Rhône, l'Auvergne, les Alpes, le Beaujolais, la Bourgogne. Donc vous avez une richesse de produits. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui possède le plus d'AOC et d'AOP. Et après, cette ville de Lyon, c'est une ville qui respecte vraiment le travail. C'est-à-dire que la valeur travail est très importante. Vous n'êtes pas obligé d'être de Lyon, et comme on dit à Lyon, tout le monde ne peut pas être de Lyon, il en faut bien d'un peu partout. Mais j'ai été accepté par le travail, c'est-à-dire que tout le monde peut réussir. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Vianney. Merci à vous. Flux libre, le podcast. Nous voici arrivés à la fin de ce tout premier épisode de Flux libre, le podcast pensé et créé autour du Salon automobile de Lyon. Merci à tous les intervenants de nous avoir accordé leur passion et leur temps, et à vous pour votre écoute. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à en parler autour de vous. Retrouvez-nous chaque mois pour rencontrer, découvrir et comprendre l'automobile et ceux qui l'aiment. Rendez-vous le 8 juillet 2025 pour le prochain numéro. Et d'ici là, restez curieux, restez en mouvement, on se retrouve très vite en flux libre. C'était Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together.